Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le lundi 10 mars 2025, nouvelle vidéo sur les cryptos. Comme vous pouvez voir, on a BTC qui a replongé à 98 000 dollars, 80 000 dollars plutôt. Alors, ça fait déjà 5-6 jours là que je n'ai pas fait de vidéo, mais enfin, on redevient sur voilà, quelques, vous allez voir, signaux qui deviennent intéressants. Là, je n'ai pas fait de vidéo parce qu'il n'y avait vraiment rien d'intéressant. On a juste les marches trading qui tirent la gueule. Du coup, les cryptos en en pâtissent aussi. Et en fait, on a une correction qui continue à se faire avec des rebonds à chaque fois qui viennent s'enfoncer de plus en plus bas. Par contre, vous allez voir que là, on commence à avoir des signaux de retournement à court terme, plus en daily. Vous allez voir qu'on a une divergence qui est super intéressante qui se met en place. On a aussi, vous allez voir du côté des murs de vente et d'achat, on a pas mal de choses qui se passent juste au-dessus de nous et aussi en dessous. On a du spoofing aussi qui peut se faire, vous allez voir. Et on a aussi surtout les gaps. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je t'avais parlé du potentiel scénario qu'on pouvait faire. On vient combler le combo gap, le premier gap à 85 000, donc ce qu'on a déjà fait, mais on ne viendrait pas combler celui plus bas à 78 000, qui pour l'instant n'a pas été fait. Et vous allez voir que ça, c'est un scénario qui pourrait très bien se reproduire parce qu'on l'a déjà fait en 2020 avec le gap des 9600 dollars pour ceux qui s'en souviennent. Et c'était un beau piège qu'on avait pu tendre à la majorité du marché et qui peut se reproduire actuellement. Donc on va aller voir tout ça ensemble. En plus de ça, vous allez voir, ça a pas mal bougé du côté des news, hein, que ce soit au niveau ES, que ce soit au niveau, vous allez voir, du Nasdaq qui a changé ses horaires d'ouverture de marché, ça c'est fou. Mais aussi du côté de l'Europe. Du coup, on perd pas de temps et voilà, comme prévu, on passe du côté des États-Unis. Alors, il y a eu pas mal d'avance au niveau de la réserve stratégique. Donc, Trump a annoncé pas mal de choses par rapport à cette réserve-là, au niveau des cryptos, au niveau de Bitcoin. Voilà, qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place. Il y a même Michael Saylor, je crois, qui est venu au niveau de la Maison Blanche pour proposer le fait qu'ils achètent beaucoup plus de Bitcoin pour atteindre, je crois, ces 15% de la supply de Bitcoin total. C'est énorme. Donc, à voir ce qu'ils vont faire. Mais là, ils sont vraiment dans la construction de ce plan de réserve stratégique. Et en fait, soit ils vont partir, par exemple, sur quelque chose de mensuel ou par exemple tous les mois, je sais pas, ils vont acheter tant de dollars qui vont se consacrer pour acheter du Bitcoin, ou alors ils vont acheter une grosse masse dès le début, ou alors ils vont se fixer en fait un palier à atteindre par rapport au nombre de la supply qu'ils veulent acquérir. Après, le truc derrière, c'est qu'un gouvernement, comme d'habitude, bah, il va pas rentrer comme un institutionnel, et il va pas rentrer non plus comme un particulier. Et en fait, à chaque fois, on passe une nouvelle étape, bah, un gouvernement pour rentrer, bah, il va vouloir lisser son prix avec le temps et faire un gros DCA, en fait, un peu comme fait le Salvador au final. Et voilà, ils vont pas rentrer en une ou deux fois, quoi, ça c'est bien différemment. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que là, Trump a annoncé qu'il ne vendrait jamais ses bitcoins, vous voyez, never sell bitcoin. Donc ça, après, bon, c'est Trump qui le dit, on verra comment ça se passe avec les autres présidents derrière. Mais en tout cas, c'est plutôt encourageant du côté des US. Le Salvador, j'en parlais juste avant, et ça, il continue d'accumuler. Vous voyez, regardez, on avait un joli DCA du côté du Salvador. Alors là, c'était pour le mois de mars, mais vous voyez, en fait, tous les jours, ils accumulent un petit peu. Vous voyez, le portefeuille monte petit à petit, et eux, ils visent vraiment le fait d'acquérir le plus de BTC possible, et pas forcément avoir une de valeur en dollars qui augmente, mais surtout leur BTC qui augmente. Et là, oui, ils ont fait un achat assez massif là sur la fin de février. Et là, boum, ils ont continué. Et en fait, j'ai l'impression que plus ils ont des réserves de côté en dollars, et plus en fait le BTC vient chuter, bah, plus eux ils recherchent fort. Ce qui est une très bonne stratégie au final. Et ouais, ce qui est super intéressant, c'est que malgré la grosse chute qu'on a de BTC actuellement, enfin la grosse, tout est relatif, mais on est quand même sur un moins 28%, bah on a quand même le Salvador qui est largement en bénéfice par rapport à ce qu'ils ont acheté parce qu'ils ont un prix moyen d'achat de leur BTC qui est encore bien inférieur que le prix actuel. Donc voilà, c'est très bien. On a les US, on a le Salvador qui continuent d'accumuler et qui sont en bonne position pour Bitcoin. Par contre, du côté de la Banque centrale, les gars, c'est autre chose. On a Christine Lagarde qui nous annonce qu'ils vont mettre en place la CBDC. Donc rappelez-vous, c'est la monnaie de banque centrale que d'ailleurs les États-Unis ont renoncé. Il y a eu tout un contre-discours face au CBDC. En gros, de base, les États-Unis étaient très fortement partis pour aller sur ce terrain-là et avoir une monnaie de banque centrale, donc ils allaient pouvoir mieux contrôler, mais derrière qui pouvait entraîner pas mal de dérives au niveau de la surveillance de masse, etc. Et finalement, bah, les US n'ont pas du tout pris ce chemin, ils ont plutôt pris le chemin de Bitcoin, donc c'est super bien, super pertinent pour les cryptos et même pour la liberté en général qu'on va avoir dans le futur. Et personnellement, moi je ne m'attendais pas tant que ça, hein, que les US fassent ce virage-là. Par contre, c'est vrai que la Banque européenne, enfin l'Europe a pas du tout ce virage-là, ils ont bien pris les CBDC, donc les monnaies de banque centrale. Et qui dit monnaie de banque centrale dit que voilà, ils traceront chaque paiement, ils peuvent bloquer les achats, taxes automatisées, et ce sera sans cash, vous dépendrez à 100% de la BCE. Et ça, les gars, c'est un gros, gros problème. Et vraiment, attention, le but des banques centrales en général, mais surtout de la BCE, c'est de supprimer le cash. C'est pour ça qu'on voit de moins en moins le cash avec le temps. Et c'est fortement probable que dans, je sais pas, 20, 30 ans, même peut-être avant, on n'aura plus aucun cash en circulation. Et on aura tout qui sera digitalisé et qui passera par cette monnaie de banque centrale. Et là, ça va être super intéressant. On va avoir d'un côté l'Europe qui va se positionner comme voilà, le précurseur un peu de ça, d'avoir une banque centrale qui dirige une monnaie globale et avoir un contrôle complet dessus
en ayant la blockchain, enfin grâce ou à cause plutôt de la blockchain derrière, eh ben, ils vont pouvoir tracer plus ou moins toutes tes transactions, surveiller tout ce qui se passe, bloquer les paiements s'ils sont pas contents. Et ça, en fait, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que imaginez, on a par exemple des gilets jaunes qui viennent manifester dans la rue et qui sont pas contents pour des révoltes et tout. Si le gouvernement, ils veulent cesser ça, bah, ils peuvent bloquer les paiements, les comptes bancaires, peuvent geler les comptes bancaires des gens qui manifestent. Et du coup, ça empêche en fait l'évolution d'un pays parce qu'on ne peut plus avoir de manifestations, ce genre de choses. Donc voilà, c'est très grave par rapport à la liberté. C'est un peu ce qui avait fait d'ailleurs polémique au niveau de, je crois, c'était au niveau du Canada pendant les manifestations. Il y avait certains manifestants qui s'étaient fait geler leur compte aussi. Mais là, du coup, avec une monnaie de banque centrale qui est sous blockchain, bah, ce sera beaucoup plus simple pour eux de faire ça. Enfin bref, encore une chose qui me fait dire que j'ai pas trop envie de rester en Europe personnellement. Ensuite, du côté du Nasdaq, regardez ça, on a Tal Cohen, donc, qui est le président du Nasdaq, qui a annoncé l'arrivée du trading 24 heures sur 24 au niveau du Nasdaq. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, bah, le marché, il sera ouvert 24 heures sur 24, il sera ouvert tout le temps, du lundi au vendredi. Alors, il sera pas ouvert les week-ends. Les week-ends, il restera quand même fermé parce que voilà, les marchés traditionnels, enfin le Nasdaq, les S&P sont toujours fermés quoi qu'il arrive le week-end, mais ils se ferment aussi la nuit. Et là, du coup, le Nasdaq change ça et ils vont se mettre 24 heures sur 24 et ils ne fermeront plus la nuit. Donc, on n'aura plus ces gaps-là la nuit avec les marchés qui réouvrent à une certaine heure. Donc, ça, en tout cas, c'est pour le Nasdaq et c'est intéressant parce qu'en fait, ils suivent plus ou moins le tracé de Bitcoin pour aller vers un marché qui est 24 heures sur 24 sans avoir de gap qui ouvre ou qui ferme, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Ensuite, regardez ce screen, il est terrifiant, les gars. Vous voyez, mars 2024 face à mars 2025, il y a pile un an. Avec ça, on avait un Bitcoin à 65 000 dollars. Donc là, ok, on se dit ok. Mais en dessous, regardez ça, on avait un Ethereum, les gars, à 3500 dollars. Alors que là, on a un Bitcoin à 83 000 dollars, donc qui est beaucoup plus haut que celui-là, que les 65 000. Par contre, Ethereum, vous voyez, il est passé de 3003, 3005 à 2100, quoi. Et c'est là où on voit le gap qu'il y a entre BTC et Ethereum par rapport à ce qu'on avait il y a un an. On avait un Ethereum qui était beaucoup plus proche de Bitcoin en termes de capitalisation. Et que là, on a un écart qui se creuse qui est assez énorme. Alors, c'est dû au fait aussi qu'on est au début du bull run et que c'est toujours la même chose. Hein. Enfin, toujours Bitcoin qui prend toute la dominance et qui ensuite la verse sur les altcoins. Et pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Donc, ça peut s'expliquer par ça. Mais c'est vrai que là, on a quand même un écart qui est assez énorme et qui surtout dure dans le temps. Et ça, c'est assez rare. Enfin, pour l'instant, on l'a pas trop vu avec les derniers cycles. Allez, un petit tweet pour vous expliquer un peu la perception que j'ai de Bitcoin par rapport à la corrélation qu'il a au marché traditionnel et comment il va faire pour s'en décorréler. Alors, c'est super intéressant. En gros, je vois souvent l'idée que les cryptos et sur BTC ont été créés pour être décorrélés des autres marchés et servir de valeur refuge. Ça, c'est un truc qu'on entend très souvent, à dire que Bitcoin, c'est valeur refuge. Bitcoin, voilà, c'est l'or numérique, etc. Et c'est vrai que pour l'instant, on a comme objectif que Bitcoin devienne une valeur refuge, mais pour l'instant, les gars, on ne peut pas dire que Bitcoin est une valeur refuge. C'est pas possible. Parce qu'en fait, une valeur refuge, c'est quoi? C'est comme l'or, c'est quand il y a une crise, quand les marchés traditionnels, quand l'économie en général ne va pas très bien, et bien en fait, on se réfugie dans une valeur refuge. Et donc, on a souvent ces valeurs refuges-là qui montent pendant que l'économie générale et les marchés traditionnels ne sont pas favorables. Et pour l'instant, Bitcoin, c'est tout l'opposé qu'on fait. C'est-à-dire que dès qu'on a les marchés traditionnels, dès qu'on a l'économie qui commence un peu à vaciller, et ben, on a toujours Bitcoin qui corrige avec, en fait, et qui est corrélé avec les marchés, et qui ne sert pas de valeur refuge. Pour l'instant. Après, ça risque de changer avec le temps. Et du coup, pourquoi en fait on a ça? Moi, je pense personnellement que c'est à cause des investisseurs des marchés traditionnels qui investissent de plus en plus sur Bitcoin et ce qui corrèle du coup les deux marchés. En fait, ce qui se passe, c'est que avant 2017, Bitcoin était moins corrélé par rapport au marché traditionnel. Ça, c'est fou à dire, mais on a eu des phases comme ça où Bitcoin était moins corrélé. Et depuis 2017 et surtout depuis 2021, on a un Bitcoin qui est de plus en plus corrélé au marché traditionnel parce qu'en fait, les gens qui investissent sur Bitcoin, de plus en plus, ils viennent du marché traditionnel. Et donc, quand tu as un mec des marchés traditionnels qui vient sur Bitcoin et qui investit sur Bitcoin, et ben en fait, il a son portefeuille où il a à la fois du Bitcoin et à la fois des marchés traditionnels. Et donc, ce qui se passe quand les marchés traditionnels corrigent, et ben c'est comme n'importe quel investisseur, il va faire de l'arbitrage de portefeuille. Et donc, quand il voit ces marchés traditionnels, donc les S&P, le Nasdaq corrigé, et ben lui, il va vendre du Bitcoin vu qu'il le voit monter pour voilà, réinjecter sur ce qui baisse. Et du coup, en faisant cet arbitrage-là de portefeuille, il corrèle le Bitcoin au marché traditionnel, ce qui du coup empêche cette valeur refuge-là. Mais bon, comme j'explique en dessous, vous voyez, au bout d'un moment, il y aura sûrement un switch en fait qui va se faire et il va devenir une valeur refuge comme pour l'heure. Et en fait, ce switch-là, quand est-ce qu'il va le faire? Donc il y a plusieurs facteurs, je pense, à prendre en compte pour qu'il devienne une valeur refuge. Donc déjà, sa capitalisation. Pour l'instant, Bitcoin, il est vraiment petit et du coup, en termes de capitalisation, c'est compliqué de faire office de valeur refuge vers un marché global qui est beaucoup plus important. Et donc, je pense qu'il commencera à devenir intéressant en termes de valeur refuge quand il commencera à flip avec la capitalisation de l'or qui a 13 000 milliards de dollars. Donc, ça fait encore un beau multiple à chercher, au moins x6. Ce qui fait que si Bitcoin atteint la capitalisation de l'or actuelle, hein, je dis bien actuelle parce que se trouve la capitalisation de l'or sera encore plus haute dans, je sais pas, 10-20 ans, et ben on aura un Bitcoin, les gars, à 620 000 dollars. Et ça, je suis persuadé que ça arrivera. Je suis persuadé qu'un jour, on aura un Bitcoin à 620 000 dollars et qui fera un flip avec la capitalisation de l'or. Mais aussi, pour qu'il soit utilisé comme valeur refuge, Bitcoin, il faut que les gouvernements comme les États-Unis l'utilisent comme valeur refuge de plus en plus.
et que sa volatilité baisse avec le temps. Et qu'on ait une réglementation aussi qui est un peu plus claire sur Bitcoin. Mais je pense que ça va venir de toute façon avec le temps. Et on le voit, la trajectoire qui prend Bitcoin. Les gars, moi quand je suis arrivé en 2017-2018, ça c'était impensable. Même en réalité en 2021, on ne pensait pas que les États-Unis pouvaient se positionner à ce point sur Bitcoin. Et moi je vous avais souvent parlé de déjà en 2018, alors c'était plutôt en 2019, mais je parlais souvent du fait que il y a bull run des particuliers, bull run des institutionnels, bull run des gouvernements. Et en fait on ne savait jamais vraiment où on était. Et là on voit clairement que 2017 c'était le bull run des particuliers, 2021 c'était un peu le bull run des institutionnels, on a tous les institutionnels qui sont arrivés. Et là 2025 on arrive vraiment sur le bull run des gouvernements où on a les États-Unis qui se positionnent fort sur Bitcoin, quoi. Ça c'est fou à voir. Mais du coup le fait qu'on a les États-Unis qui se positionnent et de plus en plus de gouvernements comme El Salvador, etc., qui se positionnent avec donc la capitalisation du Bitcoin qui augmente, qui un jour flippera sûrement avec l'or, qui va du coup baisser sa volatilité avec. Au passage, on va sûrement avoir une réglementation qui est de plus en plus claire. Et bien en fait, on va avoir au fur et à mesure du temps un Bitcoin qui va servir de valeur refuge et qui sera du coup haussier quand on aura des crises majeures dans l'économie. À voir, mais personnellement, c'est un peu le pari que je fais. Allez, tiens, un petit tweet avant de repasser sur les autres datas. Petit tweet, les gars, sur la crevette du CT. C'est moi, les gars, la crevette. Regardez comme je suis maigre. Alors, la dernière fois, je vous ai montré que j'avais fait mon marathon. Les gars, après mon marathon, j'ai vu que j'ai encore un peu mal au genou. Du coup, j'ai pas repris la course. Et du coup, je me remets à la muscu. Mais avant, j'ai fait un jeûne. Je vous conseille fortement de faire un jeûne. C'est trop, trop bien. J'ai fait un jeûne de 5 jours avec ma copine. En gros, on a fait 2 jours de soupe. Donc, ça fait une petite soupe le soir aux légumes. C'est assez ridicule. J'avais déjà grave faim. Et après, on a fait 3 jours sans rien. Donc, c'est-à-dire juste de l'eau, du sel et une gélule de magnésium. Parce que voilà, il faut au moins du sel, du magnésium et du potassium pour pas faire de malaise ou pas avoir de grosses migraines. Mais du coup, voilà, 3 jours sans rien manger. Et en fait, bon, j'ai perdu 4 kilos comme ça assez rapidement. Du coup, là, je fais 60 kilos pour 1m83. Je suis vraiment maigre. Je crois que j'ai jamais été aussi maigre de ma vie. Mais voilà, le but, ça va être de remonter à 72 kilos, reprendre plus 12 kilos là, durant les prochains mois. Je pense que ça va pas être compliqué à faire. Il faut juste que je bouffe énormément. Il faut que je repasse à 5-6 repas par jour. Mais ouais, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est surtout, les gars, allez faire un jeûne. Je trouve que c'est super bien pour le corps. Enfin, moi, personnellement, j'ai retiré pas mal de bénéfices. Alors, comme d'hab, voilà, il faut se renseigner. Moi, je me suis pas mal renseigné. Il y a une vidéo d'Arte qui explique le jeûne qui est assez intéressante. Mais renseignez-vous pas mal parce que c'est pas une pratique à prendre à la légère. Et en fait, tu peux avoir des problèmes si tu le fais mal, le jeûne. Donc, faire gaffe. Mais c'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec les marchés et tout ça. Là, j'ai eu une clarté mentale avec ce jeûne qui était assez folle. Moi, j'essaye d'en faire. Alors, je pense que c'est mon premier, mais j'essaie d'en faire au moins 2-3 fois par an. En fait, normalement, on n'est pas fait, là, comme on vit actuellement dans notre société, on n'est pas fait en fait pour vivre de cette façon-là. On n'est pas fait pour avoir à manger à volonté, pour devoir manger comme ça 2-3 fois par jour comme on veut. Ça, normalement, c'est pas possible. Et en fait, normalement, notre corps, il est vraiment fait pour avoir des périodes où il va manger beaucoup, et après, pendant 24 heures, 48 heures, il n'a pas mangé. Puis après, il va remanger, etc., etc. Parce que nos ancêtres de la nature, ils n'avaient pas autant de bouffe qu'on peut avoir nous aujourd'hui. Mais du coup, voilà, le but du jeûne que j'ai fait, de dépasser en fait vraiment les 72 heures sans rien manger, c'est de passer en fait en phase de cétogène, donc ce que j'explique ici. En fait, ça permet d'aller chercher la cétose, donc c'est un état métabolique qui permet d'utiliser les corps cétoniques au lieu du glucose. En fait, ça inverse au niveau de l'énergie de ton corps, ça s'inverse par rapport à ça. Et derrière, ça permet d'avoir une grande clarté mentale. En fait, les premières 48 heures, bon, c'est assez galère parce que tu as la méga dalle, mais après, ça passe. Et au bout de 72 heures, tu es trop bien. C'est-à-dire, tu as une grosse clarté mentale. Alors, tu peux pas faire beaucoup de sport, beaucoup de choses parce que tu es vite fatigué, mais tu as vraiment une grande clarté mentale. Tu dors bien, tu dors longtemps. Ça brûle les graisses. Alors, moi, j'en ai pas beaucoup, mais ça brûle quand même les graisses stockées et ça réduit les inflammations. Donc, pour mes genoux qui étaient un peu enflammés, ça c'est pas mal aussi. Et derrière, en fait, tout ça, ça arrive parce qu'il y a l'insuline qui chute. Et la dernière chose cool que moi, personnellement, j'ai cherché, mais ça, c'est après 72 heures. Et en fait, tu as des gens, ils font des jeûnes de 7 jours, 15 jours, 20 jours. Alors là, c'est encore autre chose. Mais c'est pour aller chercher la régénération cellulaire. Bon, ça se voit pas forcément à court terme, mais en fait, c'est pour aller régénérer les cellules endommagées. Et ça, à long terme, c'est vraiment quelque chose d'efficace. Du coup, voilà le plan. Marathon, là, j'ai un peu mal au genou. Du coup, j'ai fait le jeûne. Et là, boum, je reprends la muscu. On verra dans 2-3 mois ce que ça donne. Mais franchement, la jeûne, je pensais que ça allait être plus dur que ça en plus, de privation de nourriture. C'est pas si compliqué que ça. T'as vraiment faim quoi, au début, mais après ça passe. Et surtout, tous les bénéfices que tu peux en tirer derrière, je trouve ça vraiment intéressant. Allez, on repasse un peu sur les cryptos. Tiens, il y a Zero G Labs. Zero G Labs qui a annoncé leur intégration sur OKX Wallet. Ça continue de build de ce côté-là. Là, ça va être costaud Zero G Labs, les gars. J'ai hâte qu'ils sortent. En fait, je me demande comment ça va se passer là au niveau des projets, au niveau des listings, des nouvelles cryptos comme ça. Cela, on est vraiment sur un temps de pause où tu as quasi personne qui lance leur token. Si, tiens, il y a Bubble Maps. Il y a Bubble Maps ici avec le BMT qui sort le 11 mars, donc c'est demain. Alors, je sais pas pourquoi ils sortent actuellement, vous voyez. Alors, après, il y a une grosse hype derrière. Vous voyez, 1 million de likes, 1 million de vues pour 5000 likes, c'est assez fou. Mais là, pareil, Zero G Labs, gros projet là aussi. Il va y avoir de lourd qui va sortir. Mais derrière, en fait, je pense que c'est mieux de faire comme Zero G Labs et d'attendre en fait le bon moment pour vraiment sortir leur token et profiter de la phase de hausse qui pourrait revenir. Mais c'est vrai que pour un projet comme ça, je trouve que c'est super compliqué parce qu'en fait, tu sais pas quand lancer exactement ton token. Et surtout, tu sais pas
si tu le lances, après derrière, si le marché il corrige, et ben en fait, tu es dépendant de trop de choses. Tu es dépendant du marché traditionnel, qui est dépendant de Bitcoin et qui est du coup dépendant de ton projet, parce que si tu sors au mauvais moment et que tu as une correction derrière, bah, tu auras zéro liquidité qui va arriver sur ton projet. Donc ouais, c'est assez complexe à bien gérer, mais après, si c'est bien fait, voilà, on peut avoir de belles choses qui sont quoi. On a IMO, tiens, qui a été listé sur Bitnunix aussi, le projet de crypto million. J'en ai pas racheté depuis, mais il est sur une belle phase de range là, avec les 0,618 je crois de Fibo, donc c'est pas trop mal. Et je crois que c'est leur premier listing, et il y en aura d'autres qui vont sûrement arriver, donc on verra. À surveiller. Ensuite, tiens, on a les datas au niveau de la macro US. Alors, je vais pas vous les passer, je vous laisserai aller voir parce que c'est pas celles qui nous intéressent le plus, mais dans l'ensemble, bon, c'est assez mitigé. Derrière, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est les marchés tradis. Regardez ça, on a l'S&P et le Nasdaq. Vous voyez, quand on regarde au final, quand on dézoome l'S&P et le Nasdaq, on voit qu'on n'est pas sur des corrections qui sont dramatiques, hein. Vous voyez, là, l'S&P, on est sur une correction, vous voyez, qui est assez similaire à ce qu'on a d'habitude. Vous voyez, on corrige, on remonte. Alors là, on avait une plus grosse correction en 2022, mais vous voyez, souvent, bah, on corrige un petit peu, on remonte, on corrige, on remonte, on corrige, on remonte, etc. etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signe chaud au niveau de l'S&P et du Nasdaq. On a juste des points importants à surveiller. Et ces points importants, vous voyez, Alan nous l'a bien mis ici, c'est vraiment cette zone, vous voyez, qu'on a pour l'instant ici. On a ce support qui est juste là, on est en train de venir dessus. Et vous voyez, si on commence à passer sous ces points pivots-là, en fait, on va avoir sur une correction qui est plus profonde, et puis ainsi de suite, quoi. Plus on casse des supports qui sont importants, bah, plus en fait, on va sur des corrections qui sont profondes et qui vont du coup impacter en fait les marchés des cryptos derrière. Et ce qui est assez dramatique, c'est qu'on voit que ouais, l'S&P, le Nasdaq là corrige à peine de quelques pourcents. Et ben on a les marchés tradis enfin les marchés des cryptos qui corrigent très très fortement. Alors imaginez si on a un S&P ou un Nasdaq qui part, je sais pas, on a l'économie qui part en récession avec une vraie crise, une vraie grosse crise comme on a eu dans les années 2001 et 2008, qui dure genre un an, 2 ans, et qui vont chercher un moins 50, moins 60%. Je peux vous dire que sur les cryptos, on va se faire dézinguer. C'est pour ça que j'espère, bon, ce sera pas pour tout de suite, et qu'on va faire une dernière petite ATH, et qu'on laisse ça pour le prochain bear market là en 2026. Bon, ensuite, tiens, une petite donnée au niveau de Bitcoin par rapport à la santé du réseau de Bitcoin. Donc, le hash rate, super important comme graphe. Alors là, il est en bleu ici avec le prix du Bitcoin à droite, en noir plutôt. On voit donc les deux superposés que le hash rate, lui, il est vraiment un peu linéaire. Vous voyez, c'est-à-dire, il monte, il corrige un petit peu, mais dans l'ensemble, il est vraiment sur une montée qui est assez tranquille, quoi, qui est assez sûr. Et ça, c'est une bonne chose d'avoir un hash rate qui continue à monter, parce qu'en fait, ça nous montre que bah, le réseau est de plus en plus solide, qui est de plus en plus amélioré, et derrière, ça permet à Bitcoin d'être de plus en plus sécurisé. Et en fait, souvent, on regarde que le prix du Bitcoin, mais au final, ce qu'il faudrait le plus regarder, c'est aussi le hash rate pour voir la santé du réseau. Et quand on voit, par exemple, un Bitcoin, ça arrive souvent quand on est au top du bull run, ou alors quand on revient après un bull run, genre 2 3 ans après, mais au même niveau, bah, quand vous avez un Bitcoin, par exemple, qui est à 70 000 $ avec un hash rate à un certain niveau, et que 2 ans, 3 ans après, en 2024, et ben on se retrouve de nouveau à 70 000 $, mais avec un TH, avec un hash rate qui est genre 2 3 fois plus haut, je sais pas exactement, mais à peu près dans cet ordre-là. Et ben c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un hash rate qui est beaucoup plus haut, qui a 2 3 fois plus haut, avec le même prix sur Bitcoin. C'est-à-dire que pour le même prix sur Bitcoin, on a un réseau qui est 2 3 fois plus sécurisé. Bon, c'est pour simplifier, mais sur l'hash rate et les mineurs, quoi. Ensuite, tiens, autre data, alors cette fois-ci au niveau de la décharge du marché, ah, ça c'est choquant, les gars, en l'espace de 3 mois, on a effacé 20 milliards de dollars. On est passé de 57 à 38 milliards de dollars sur les futurs au niveau des open interest. Les open interest, on regarde souvent ça. Et ouais, là, on a eu une grosse montée des open interest avec donc la hausse du marché en octobre-novembre. Et ouais, on a complètement chuté. Et là, on a chuté très fort sur les dernières semaines. Et en fait, on se retrouve, les gars, sur les mêmes niveaux qu'on avait avant le pump en octobre-novembre. Donc là, on se retrouve sur des niveaux de open interest qui sont très très bas et qui sont hyper intéressants en fait, parce qu'on a complètement déchargé le marché. Mais souvent on dit, rappelez-vous, bah, il faut chuter pour décharger le marché, ouais, ce qui était vrai par exemple ici, mais en fait la chose qui est difficile, c'est de savoir jusqu'où on va décharger le marché, parce que ouais, on a des grosses décharges comme on a eu là, ce qui était déjà assez énorme, mais ouais, là on a encore plus déchargé, quoi. Et tu peux toujours plus décharger que ce qu'il y a, parce qu'en fait tant que t'as pas atteint zéro, bah t'as pas tout déchargé, mais c'est vrai que là ça commence à faire vraiment pas mal, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de nouveau ce graphique-là. Alors, il consiste en quoi? En gros, quand il devient négatif, donc c'est quand on passe ici en violet, ça veut dire que aujourd'hui on est environ à moins 10%, c'est-à-dire que le open interest est 10% plus bas qu'il y a 90 jours, sur le niveau qu'on avait en décembre la dernière fois. Genre, c'est fou. Et on voit en général bah, ces phases roses, ouais, c'est souvent les phases bah, avant voilà, qu'on monte. Ouais, souvent, on est sur, en fait, ça commence dans voilà, le bottom qu'on construit, boum, remonter, ouais, boum, là, on remonte. Bon, après, c'est léger, c'est pas tout le temps la reprise haussière, vous voyez. Mais souvent, en fait, on est sur des niveaux bah, qui ont été déchargés très, très fortement au niveau des dérivés. On a eu beaucoup de liquidation et du coup, derrière, bah, on se permet de remonter. Et ouais, de nouveau, là, du coup, ça revient. Après, c'est vrai qu'en face du bull run, ouais, comme on l'a vu ici en 2021, il y en a quand même moins, quoi. Et inversement, par contre, quand on a les pics bleus, c'est quand même un peu qui est complètement, donc à l'inverse, complètement positif. Là, par contre, il faut faire attention.
Donc regardez ça, je trouve l'image elle est trop belle, regardez Bitcoin, puits de pétrole, oui, j'ai vraiment l'impression que le graphique là, on est sur un puits de pétrole comme ça quoi, c'est à peu près le même design. On va chercher du pétrole là, ça commence à faire profond. Tiens, le gap, super intéressant, le 3 mars, donc c'était il y a, à peu près, 6-7 jours. Je vous avais partagé ce petit graphe-là que je trouve intéressant au niveau des gaps, vous voyez, où j'expliquais qu'on pouvait venir en fait combler une première fois le gap des 85 000 faire une sorte de premier bottom, deuxième bottom, ensuite on remonte. Et en fait, ce qui permettrait de ne pas venir combler le gap des 78 000 et du coup former un piège où en fait tout le monde attend les 78 000 pour rentrer et finalement les gens ne peuvent pas rentrer parce que le cours ne va pas combler ce gap-là. Alors bon, je dis tout le monde attend ce niveau-là, mais au final, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la liquidité pour rentrer. Et ouais, pour l'instant, c'est plutôt moins ce qu'on est en train de faire, où on est venu combler une première fois le gap des 85 000, on est remonté, là on est venu faire un deuxième bottom, et pour l'instant, ouais, on a fait une mèche qui est descendue vers les 80 000, 79 000 mais on n'est pas venu combler suite des 78 000. Et autre chose à court terme, on a créé un nouveau gap. Vous voyez, juste ici, au niveau des 86 000 on a un nouveau gap qui est apparu. Et du coup, le but, ce serait de venir combler ça à la hausse et de partir à la hausse. Et en fait, de nouveau, c'est intéressant parce que ça empêcherait de venir combler ce gap-là, le garder en gap de rupture et empêcher la majorité des gens de vouloir rentrer à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on peut appuyer par rapport à ça, c'est la divergence qu'on a actuellement sur Bitcoin. Ouais, on a un cours qui est en train de descendre, on a 2 points en daily qui sont du coup de plus en plus bas. Donc un point bas sur BTC avec un point haut sur RSI. Donc quand vous avez le momentum comme le RSI qui est haussier avec un cours qui est baissier, vous avez du coup une divergence qui est créée sur le cours, qui est en général une divergence donc haussière. Vous pouvez avoir pareil à l'inverse, où vous avez le cours qui monte et la divergence, enfin le RSI qui descend, qui est du coup une divergence baissière. Donc la divergence haussière, je vais vous montrer d'autres exemples qu'on a eu durant 2024 qui étaient assez intéressants par rapport à ça. Par contre, du côté des murs d'achat et de vente, c'est le bordel. Regardez ça, on en a plein en dessous de nous. Et au-dessus de nous, on en a aussi pas mal avec des murs à 735 BTC en ordre de vente à 91 000 C'est énorme, mais ça peut être du spoofing. Donc, spoofing, je vous rappelle, c'est des faux ordres de vente qui sont positionnés pour un peu manipuler et faire croire qu'il y a réellement des ordres. Mais en fait, ils sont enlevés juste avant que le cours a atteint. Et un ordre comme ça aussi gros, ça peut être du spoofing. Donc, on va voir ça ensemble. Juste avant, regardez les liquidations, on a quand même 674 millions de dollars de liquidation en 24 heures. C'est énorme, vraiment c'est énorme. Encore une fois, oui, on a beaucoup de liquidations. La dernière fois, je parlais qu'on avait 500 millions, 1 milliard quasi tous les 24 heures. De nouveau, là, on se reprend des liquidations de folie. Et principalement sur BTC pour l'instant, ouais, c'est surtout BTC qui fait la danse. Au niveau des ordres, donc ce que j'expliquais juste avant, vous voyez, on a vraiment ce gros cluster là, de nouveau, qui est toujours présent. Alors ça fait plusieurs semaines que je t'en parle parce qu'à chaque fois qu'on revient dessus, à chaque fois, il réapparaît. Ou entre les 80 000 ici et en bas les 70 000, en fait, sur ces 10 000 là, on a pas mal d'ordres d'achats qui sont positionnés. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va avoir touché un mur d'achat, on va avoir des BTC qui vont être rachetés. Et donc de nouveau, c'est la même chose. Là, on a une pression qui est vendeuse actuellement par rapport au fait qu'on est dans une tendance baissière, donc avec des rebonds à chaque fois qui fait qu'on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc une tendance baissière. Et en fait, tant qu'on n'inverse pas cette pression vendeuse en pression acheteuse, on aura toujours des rebonds qui feront qu'on sera en tendance baissière. Et en fait, un gros mur d'achat comme ça peut inverser la pression vendeuse en pression acheteuse. Par rapport au fait qu'on a beaucoup d'absorption et du coup, plus il faut descendre et absorber le mur d'achat, plus il faut de pression vendeuse qui est forte. Et du coup, au bout d'un moment, la pression vendeuse, elle n'arrive plus à tenir et boum, ça s'inverse. Donc voilà, la vérité est sûrement dans cette zone-là, quoi, par rapport au fait qu'on peut inverser la tendance. Après, derrière, au-dessus de nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les 88 000 avec un premier ordre de vente qui est quand même assez balèze de 246 BTC, mais c'est surtout celui-là, vous voyez, à 91 000 environ 90 800, on a 740 BTC qui sont positionnés, mais je crois même ils ont bougé parce qu'avant ils étaient à 91 400. Et là, au-dessus aussi à 332. Donc lui à 332, c'est sûrement un vrai ordre. Mais lui, vous voyez, 90 000 c'est sûrement un faux ordre en fait. Je pense que c'est un spoofing à 740 parce qu'en plus, il s'est déplacé. C'est-à-dire que avant, là, juste avant que je vous ai mis le tweet, il était à 91 400. Et en fait, le mec, il a dû les enlever des 91 400 pour les mettre ici à 90 700. Quel est l'intérêt de faire ça? Et ben en fait, c'est de dire, bah voilà, juste au-dessus de notre tête, on a 700 BTC en ordre de vente. Et du coup, les gens, ils se disent, ah ouais, ça fait beaucoup, il y a peu de chances qu'on le passe. Du coup, vas-y, on vend et on va pousser le prix à la baisse. Alors qu'en fait, c'est juste un mec qui met cet ordre-là et dès qu'il va voir le BTC qui va remonter par exemple de cette façon, boum, l'ordre, vous allez voir, il va disparaître, il n'y aura pas d'ordre du coup. Et du coup, le BTC pourra passer. Et le problème avec ça, c'est qu'on ne sait jamais si c'est du spoofing ou pas. Mais en général, quand tu as un ordre comme ça qui est déplacé, qui est très proche du cours, avec énormément de BTC comme ça, plus de 700, c'est que c'est du spoofing. Donc, à voir. Voilà, sur BTC, regardez ça. Alors, regardez la divergence. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que, vous voyez, là, la clôture donc, qu'on a faite hier, on peut clairement avoir cette divergence qui se met en place où, en gros, on a le RSI qui monte, le cours qui descend. Mais le truc, c'est que ça peut encore, vous voyez, se déplacer. Et c'est une divergence en daily. Donc, ça peut prendre plusieurs jours. C'est-à-dire que là, en daily, on peut descendre encore un peu plus bas, par exemple à 76 000, hop, remonter. Et on aura comme une divergence parce que, on aura le point bas ici, hop, qui se décale ici avec le RSI qui continue à monter par exemple de cette façon. Et donc trouver exactement où est le bas de la divergence qui commence à se retourner, c'est compliqué. Mais
Ce qui est sûr en tout cas, enfin ce qui est très probable en tout cas, c'est qu'on a cette divergence qui va être, pas validée pour l'instant parce elle est pas encore dans le retournement en fait de la divergence, mais avec le RSI qui est quand même assez haut, il faudrait vraiment qu'on plonge très, très fort pour que le RSI passe en dessous et fasse un plus bas, que les, 23 ici. Donc on a pas mal de chances de faire une divergence haussière même si le cours descend à 75 000 par exemple. Donc voilà, divergence à surveiller, ça c'est vraiment le style de graphique que j'aime bien, en termes de retournement pour trouver en fait un retournement. C'est une chose qu'on avait pas mal, par exemple, regardez, quand on était ici, ça marchait plutôt bien. Je pense qu'on peut retrouver quelques-unes. Ouais, par exemple, regardez, j'en ai une ici, on va mettre les lignes, ce sera un peu plus simple. En gros, quand vous avez le cours, vous voyez, qui descend, par exemple, de cette façon, hop, et là, vous voyez, vous avez le RSI qui remonte. Et ben en fait, souvent, vous avez hop, la contraction ici qui fait, donc ça se valide, et derrière, boum, on remonte. Et regardez, vous voyez, justement, là, c'est exemple parfait. Vous voyez, là, par exemple, regardez, on a fait un premier point bas et on aurait pu se dire, ah, la divergence, elle est là. En fait, boum, ça remonte, et finalement, vous voyez, on vient prolonger la divergence plus bas. Et là, on fait vraiment une divergence. Et donc, vous voyez, là, on fait un premier plus bas, et là, boum, boum, boum. Et là, ce qu'on peut très bien faire, en fait, actuellement sur Bitcoin, où là, on a 80 000 dollars, on rebondit, et boum, on peut redescendre à 78 000, et après, on valide la divergence. Et inversement, on peut trouver des divergences baissières aussi un peu de partout, où, regardez, voilà, les plus hauts, alors là, elle n'est pas très propre, mais bon, comme la faire, vous voyez, un plus haut, et là, c'est un plus bas, et du coup, divergence baissière. Donc, voilà pour ça. À l'inverse, ce qui est intéressant, c'est aussi le ruban de Moyen Mobile en daily. Vous voyez, là, il est au-dessus de nous, donc il y a de la marge, il est à 88 000, 90 000. Mais c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on a eu ce ruban, vous voyez, avec la news de Trump, on a pété et en fait, on n'a pas pu s'installer au-dessus et on s'est fait rejeter violent, quoi. Et là, ce qui est super pertinent, c'est que vous voyez, le ruban commence à passer en dessous de la zone pivot là, des 90 000 dollars, qui est la zone ouais, de bas de range. Et donc, ce qui va être pertinent par rapport à ça, c'est que le ruban, en fait, il risque de continuer à descendre de cette façon. On risque d'avoir la divergence qui va se valider au bout d'un moment. Et boum, en fait, quand ça a pété, on va avoir le cours qui va repasser au-dessus du ruban. Du coup, on va pouvoir s'installer au-dessus des 90 000. Et là, en fait, on aura le ruban qui pourra nous aider comme maintien pour repartir de la hausse. Et ça, c'est un truc qu'on voit assez régulièrement dans les retournements de structure. Allez, de nouveau, je pense qu'on peut aller chercher l'exemple ici. C'est à peu près à chaque fois la même chose. Alors là, ouais, on était vraiment sur une phase de range de canal baissier. Du coup, on n'était pas dans une reprise haussière, mais en fait dans une reprise haussière pour continuer, si vous voulez, le range. Mais du coup, ouais, c'est un peu le même truc où en gros, voyez, on passe en dessous du ruban. Là, hop, ouais, on a un premier rebond, on se fait rejeter par le ruban, on forme la divergence haussière, voyez, en plusieurs fois. Ensuite, boum, on la casse et on repasse au-dessus du ruban. Et ensuite, voyez, on vient s'appuyer dessus pour refaire une tendance haussière. Donc voilà, c'est à peu près toujours la même chose. Et de nouveau, si on passe en weekly, vous voyez, ce qui est important, c'est hop, le ruban en weekly. Vous voyez, on voit que le bas, il est à 75 000. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo pour expliquer que le point clé là, du bottom qu'on peut aller chercher, dans le pire des cas, serait, enfin dans le pire des cas, qui est le bottom un peu parfait qu'on pourrait aller chercher, il faudrait pas aller au-dessous, c'est les 74 000 dollars par rapport à plusieurs facteurs, mais déjà le ruban qui en fait partie, où on a vraiment ce niveau clé à tenir au niveau de la clôture weekly des 75 000 pour 75 000, 74 000 pour pas casser ce ruban weekly à la baisse, quoi. Et garder cette dynamique haussière. Bon, mis à part tout ça, je voulais vous passer la Bitcoin dominance parce que de nouveau là aussi on a une divergence, mais cette fois-ci baissière. Alors, ça fait longtemps qu'on l'a, c'est en weekly où en gros, vous voyez, on a le cours qui monte avec le RSI qui lui descend, donc le momentum qui est baissier avec le cours qui monte. Donc pareil, pas validé encore, mais ça peut se faire là durant les prochaines semaines. Par contre, là, c'est en weekly, donc ça prend plusieurs semaines en fait. Et le temps que ça s'inverse et ça chute, voilà, il peut y avoir plusieurs semaines, plusieurs mois avant que ça se fasse. Mais voilà, ça se construit petit à petit. Moi, je suis vraiment toujours dans ce scénario-là, même si chaque fois que je vais sur Twitter, j'ai l'impression que vraiment tout le monde est en mode c'est le bear market. Je vois de plus en plus le fait qu'on part en bear market. Mais personnellement, je maintiens mon plan, je maintiens mon scénario comme quoi on est toujours en bull run. Là, on est dans une correction de bull run. Pour l'instant, il y a juste à dézoomer. Regardez sur BTC, si on se met en weekly, on voit clairement qu'on est toujours dans une tendance haussière, on est toujours en bull run. C'est-à-dire qu'on a des hauts de plus en plus hauts. Et tant qu'en réalité, vous voyez, on ne casse pas ce niveau-là, qui est le plus bas qu'on a fait juste avant, on garde cette dynamique haussière. Et vous voyez, il y a de la marge pour l'instant. Donc on est toujours dans une dynamique qui est haussière et on est dans une correction de tendance haussière. Et je suis toujours dans l'optique de me dire que Bitcoin dans une correction, il va ensuite remonter et qu'on aura cette versement de liquidité qu'on attend tant depuis des mois qui va enfin faire sur les altcoins. Donc voilà, tout ça c'est toujours mon plan. Après, comme d'habitude, on peut pas tout prévoir et parmi ça, il y a les marchés traditionnels. Et le problème actuel des marchés traditionnels, c'est que même si voilà, on a tout qui se passe correctement au niveau des cryptos, on a un bon plan qui se met en place, on a tous les signes qui sont positifs pour repartir en marché haussier, si les marchés traditionnels veulent corriger, si je sais pas, l'économie veut vaciller et commencer à prendre des boutons au niveau de la récession, eh ben on va prendre cher parce qu'on a une corrélation entre les marchés traditionnels et Bitcoin qui est de toute façon flagrante. Et pour ça, tiens, on peut aller voir justement les S&P et le Nasdaq. Regardez par exemple les S&P 500, vous voyez, il tire un peu la gueule quoi. En daily, vous voyez, c'est
c'est pas la folie, quoi. Alors, on n'est pas sur une correction comme Bitcoin de moins 27%, mais moins 8% déjà au niveau du Nasdaq, enfin au niveau de l'S&P, c'est déjà pas mal. Mais voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, vous voyez, en daily, là, on reste sur une correction qui est assez normale. Regardez, si on dézoome en weekly, vous voyez, c'est pas dramatique, hein. Si on dézoome complètement, on garde cette dynamique qui est complètement haussière avec à chaque fois des petites corrections, petites corrections, petites corrections, et en fait, à chaque fois, on remonte. Mais il faut faire gaffe, et il faut surveiller les points clés. Vous voyez, actuellement, on est en train de décrocher des niveaux là, en weekly qui sont quand même importants, et plus en fait on va s'enfoncer, plus on va aller chercher voilà, une correction qui va être longue à repartir, et ça va impacter longtemps. Vous voyez, juste par exemple, la correction qu'on a eue ici en 2022, c'était pas une crise hein, du tout, mais vous voyez, juste le fait de faire une correction plus profonde qui a commencé début 2022, et ensuite pour remonter et retrouver un ATH, retrouver voilà, une belle tendance haussière, on est arrivé en janvier 2024. Donc les timeframes sont beaucoup plus longues. Vous voyez, là c'est 2 ans. C'est-à-dire que c'est même pas une crise, un bear market qu'on peut avoir en crypto, c'est juste une correction. On a mis c'est une correction plus prononcée quand même. On a mis 2 ans, les gars, à revenir. Après, on était dans un temps où l'économie n'était pas à son plus haut. C'est-à-dire, on a eu l'Ukraine qui est arrivée, on a eu aussi Israël en même temps qui est arrivé au niveau de la guerre, on a eu tout ce qui est taux d'intérêt et tout qui n'était pas bon, l'inflation, etc. Donc, on a eu plein de choses qui ont fait que le marché n'était pas dans les meilleures conditions. Et actuellement, on est dans des conditions qui sont bien plus intéressantes. Par contre, c'est vrai que, regardez, quand on dézoome, vous voyez, là, on est vraiment sur une tendance haussière, les gars, c'est abusé, quoi. C'est abusé. Depuis 2008, on a fait que monter, quoi. C'est vraiment la folie. Et ouais, les années 2000, regardez, 2001 et 2008, on avait des corrections, les gars, qui étaient beaucoup plus élevées. Qu'on avait voilà, moins 52%. Là, c'était combien? C'était moins 60%. Entre le moment, donc vous voyez, là, vers début 2008, et le moment où on reprend la TH vers 2013, vous voyez, il y a beaucoup de temps. Il y a genre 5-6 ans. Donc en fait, une crise sur le marché trade, il faut 5-6 ans pour se remettre. C'est très très long. Et actuellement, vous voyez, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Puis les chiffres ne sont pas forcément, que ce soit au niveau du taux d'intérêt, que ce soit au niveau de l'inflation, on n'est pas forcément dans cette dynamique-là. Mais derrière, imaginez par exemple une crise comme 2008, ouais, moins 60%, mais regardez ça, c'est une catastrophe. Genre, on revient ici. Alors vraiment, en fait, tu fais un truc comme ça, voilà, on est vraiment sur une autre, et en fait, le temps de remonter, t'es ici, t'arrives en 2032, quoi. Donc il te faut 6 ans, 8 ans, quoi, avant de revenir. Et ça, quand ça va arriver, alors ça va forcément arriver au bout d'un moment, je sais pas si ça arrivera cette année, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais quand ça va arriver, j'espère que Bitcoin d'ici là sera en valeur refuge parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà pour ça. Après, ce qui est cool, c'est que regardez, le DYDX, le dollar qui chute complètement, donc ça c'est vraiment favorable. Et ça, de toute façon, on le voit à chaque cycle où quand on a un dollar qui chute, à chaque fois c'est favorable pour nous. Regardez par exemple, quand on était pour le bull run, même par exemple ici 2017, vous voyez, toute l'année 2017, on avait un dollar qui chutait complètement. Et dès que le dollar a commencé à se retourner, on a eu le bear market de 2018. Pareil ici, vous voyez, on a le dollar qui chute complètement. Donc ça, c'est toute l'année, vous voyez, de 2020, on avait le bull run qui commence à s'installer avec 2021. Et dès que ça a commencé à remonter, vous voyez, on arrivait vers fin 2021 et tout 2022, on a eu le bear market. Et là, le but du coup, c'est vraiment d'avoir de nouveau un dollar qui chute pour 2025 pour avoir voilà, un bull run et ensuite éventuellement il remonte pour le bear market 2026. Mais pour l'instant, c'est vrai que cette corrélation-là avec le dollar, elle marche plutôt bien. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que vous voyez, on a un dollar qui baisse, donc qui est plutôt en notre faveur. On a donc tous les chiffres, que ce soit au niveau du taux d'intérêt, au niveau de l'inflation, au niveau de l'économie en général, qui sont pas une catastrophe non plus. Mais en fait, on a un mélange de beaucoup d'incertitudes, que ce soit déjà au niveau de la politique de Trump, on l'avait déjà expliqué dans la dernière vidéo, au niveau aussi des guerres qu'il y a actuellement, qui font que les marchés traditionnels corrigent un peu, et ce qui fait que les cryptos corrigent beaucoup plus. Donc voilà, je finis avec le commentaire du jour de Tom Bosch qui me dit: j'espère que c'est pour nettoyer définitivement et partir sur des niveaux de dingue par la suite, parce que le cocotier est tellement secoué qu'il est déraciné. C'est une belle métaphore. Le cocotier secoué, il est déraciné, les gars. C'est vrai que là, on a pris quand même une belle patate au niveau des cryptos, une belle patate dans la gueule. Et voilà, face au cocotier qui se fait déraciner, en vrai, la meilleure solution, c'est juste de s'écarter un peu des marchés, prendre du recul, faire des marathons, faire des jeûnes, faire de la muscu comme je suis en train de faire, mettre son esprit en fait ailleurs et regarder voilà, une fois de temps en temps, pas peut-être tous les jours sur le marché. C'est pour ça que là, ça sert à rien que je vous sorte une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. C'est pour ça que là, je vous fais peut-être une vidéo par semaine. Il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire. Et en fait, on est surtout dépendant des marchés ready. Et du coup, c'est plutôt là-dessus qu'il faut porter le focus. Mais bon, moi, l'avantage là-dedans, c'est que quand on aura la fin de ce bull run et quand on arrivera à en sortir, on pourra dire que voilà, on l'a mérité et qu'il n'était pas facile. Comme chaque bull run, hein, chaque bull run est différent, mais 2017-2021 était très, très différent. Mais par rapport aux infos qu'on avait à l'époque, ils étaient aussi assez difficiles à appréhender. Même si celui-là, en réalité, il est quand même particulièrement dur, je trouve. Donc voilà, petite vidéo assez complète. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Petite inscription, vous avez Trading Zumex pour le trading si vous intéresse. Vous avez aussi Swissbank pour l'investissement. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.